savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, bienvenue au Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Francis. Salut André-Sylvain. Alors, histoire extrêmement nébuleuse et troublante. Très. Quand même, ouais. Ça s'est produit dans le Vieux-Montréal ce matin, vendredi matin, dans un luxueux immeuble à condo. Il y a des gens qui se sont introduits dans un des appartements pour kidnapper un homme dans la mi-vingtaine. Et quand ils sont arrivés sur place... déjà, en partant, c'est troublant. Mais quand ils sont arrivés sur place, l'homme n'était pas seul. Donc, il n'était pas seul. Il y avait d'autres personnes avec lui. Et donc, les ravisseurs ont tout simplement enlevé tout le monde et sont partis avec. Et là, en ce moment, les policiers détiennent aucune information quant à savoir qui a agi. Qui a été enlevé, ça, ils le savent. Mais où se trouve-t-il en ce moment? Ils n'en ont aucune idée. Donc, un poste de commandement mobile, celui du SPVM, a été installé devant l'immeuble à condo. C'est un immeuble résidentiel là, de 9 étages qui est situé sur la rue de la Commune. C'est près de l'intersection de la rue Saint-Hubert. Et là, les policiers tentent de faire un peu la lumière sur cette affaire-là. Une des théories, c'est qu'il pourrait s'agir d'une histoire de crypto-monnaie. Donc, est-ce qu'on parle de peut-être possible fraude et tout ça? Disons que c'est tout ouvert, je n'en sais rien. Les policiers tentent de faire la lumière là-dessus. Mais ce qui serait au centre de ça, ce serait la crypto-monnaie. Moi, j'ai une autre interprétation. Ce sont des journalistes qui trouvaient qu'il se passait pas grand-chose, qui ont décidé que ça ferait comme une... C'est quand même un enlèvement dans un building du Vieux-Montréal totalement gratuit. Puis, tu sais, il semble pas y avoir là, de groupes criminels spécifiquement impliqués, en tout cas des nouvelles qu'on a jusqu'ici. Non, parce que... c'est comme un genre de règlement de compte entre deux crypto bros là, qui veulent se voler leur code d'accès ou je ne sais trop quoi. C'est un peu... tu sais, sur place, à ce moment-là, il y avait deux femmes et un autre homme. Donc, il faut que tu sois organisé, s'il vous plaît, là, pour arriver là. Tu viens kidnapper une personne, puis tu repars avec 4. Mais tu penses qu'ils les ont ligotés? Je sais pas, mais franchement... je ris, mais écoute, je suis comme... Quelqu'un a appelé un réalisateur de film, il faudrait... Mais je parle pour moi, mais si tu me mets un fusil... si tu me pointes un fusil dessus, il y a des chances que je te suive sans ligoter ou pas. Je comprends. Tu sais, je connais pas les circonstances, mais je suis... Écoute, on va suivre ça au cours du week-end. C'est quand même abracadabrant comme affaire. Quand même. Puis on espère évidemment que les personnes kidnappées... Je rigole, mais on souhaite vont être retrouvées rapidement. Et voilà. Tout savoir en 24 minutes. Une dernière pour Gino Chouinard ce matin. C'est un animateur hors pair, je pense. Je pense qu'on peut définitivement le dire. Un monument du Québec qui a décidé de quitter après 21 ans à la barre de Salut Bonjour. Ouais. C'est pas 21 ans à la barre de Salut Bonjour en semaine. Il faisait le week-end initialement. Oui, exactement. Il a commencé au week-end, mais après ça, il a animé le Salut Bonjour qu'on connaît tous maintenant et qu'on a tous écouté. Francis, c'est quand même 3849 émissions quotidiennes. Ouais. C'est donc, moi, je vais me permettre de dire... Moi, je suis rendu à 5, personnellement. Plus le podcast. Le balado, c'est bon. Écoute, c'est vrai. Faut pas l'oublier. Je vais faire mon ratio de Francis divisé par Gino Chouinard pour savoir où je suis rendu dans mon excellence et ma vie. Je te dirais, moi, ce qui me frappe davantage... tu sais, Gino Chouinard, il y a eu énormément d'hommages qui lui ont été rendus pendant toute la semaine, en réalité. C'est quand même en novembre 2022 qu'il a annoncé son départ, donc c'est pas une surprise. Non. Mais il en reste pas moins que ça a été un élément extrêmement émotif aujourd'hui, inévitablement. Quitter un travail que tu aimes profondément, comme Gino Chouinard... tout indique qu'il semblait aimer son travail. Tu peux pas faire ça autant de fois si t'aimes pas ça. C'est jamais une décision facile. Donc, des fois, c'est pas l'amour pour ton travail qui te pousse, c'est d'autres raisons. Moi, je pourrais te dire 3849 fois à se lever probablement à 4 heures du matin. Ouais, c'est ça. C'est fou, hein, quand on y pense. Ça change la vie de tous les jours. Puis je pense qu'après autant d'années, à un moment donné, je connais pas les motivations profondes qui l'emmènent à prendre ces décisions-là, mais
Encore une fois, c'est une perte, je pense, pour le panorama médiatique québécois qui est énorme. Puis bon, d'autres prendront certainement sa place, d'autres générations, mais c'est quand même un monument qui quitte l'antenne, en tout cas, du Absolument. matin. J'ai de bonnes raisons de penser qu'on va l'inviter ailleurs. Ben, l'histoire le sa dira. présence, publique ne cesse pas aujourd'hui, j'ose espérer. Hein. Je pense que c'est quelqu'un que tu peux pas vraiment te passer. Quand t'as été dans les cuisines des gens et dans les salons des gens pendant autant d'années que ça, c'est pas demain matin qu'il va arrêter de se faire reconnaître dans la rue. Donc, c'est pas demain matin que, comme tu dis, il va arrêter de se faire appeler pour donner son opinion. Penses-tu qu'il va se présenter au Parti libéral du Québec? Le timing serait bon. Non, mais je blague, mais je voulais quand même inciter les auditeurs à revenir derrière là, sur la page cube.ca parce qu'on a fait aussi une petite ode à Gino Chouinard plutôt cette semaine avec Fred Bastien. Puis c'était, si vous voulez, un peu humoristique, mais en même temps, c'est intéressant, justement, des personnages comme ceux-là, des personnalités comme ceux-là, celles-là qui ont été là aussi longtemps. On a fait un retour vers l'arrière là, sur Salut Bonjour, puis la présence de Gino Chouinard à Salut Bonjour et toute l'évolution technologique, notamment, qui a vraiment, au cours des 20-25 dernières années, été accélérée. Puis, s'en est passé des affaires, justement, comme on dirait. les conditions dans lesquelles on faisait de la télévision au moment où Gino Chouinard a commencé à le faire, puis aujourd'hui, c'est tout un autre panorama. Puis, de revenir sur la carrière de cet homme-là, d'une certaine façon, c'est revenir sur quasiment l'histoire du Québec des 20-25 dernières années, puis notre relation aux médias, à l'information, à la technologie. Fait que, encore une fois, on l'a fait sous un couvert humoristique avec Fred Bastien, mais pour moi, ça m'a engendré quand même pas mal de réflexion. J'étais jeune, là, il y a 25 ans, mais quand même, j'étais adulte, donc j'ai pu voir aussi ces évolutions-là, puis suivre. Mais je crois que c'est en faisant justement des rétrospectives, comme tu l'as très bien fait, que tu peux prendre tu peux saisir toute l'ampleur du personnage et à quel point, comme tu dis, il a évolué en même temps que la technologie, en même temps que la télévision. Il a repoussé un peu les limites. L'émission du matin, Salut Bonjour, on va se le dire, c'est un incontournable. Donc, il est en grande partie responsable de cette fidélité-là des auditeurs, extrêmement aimé, extrêmement apprécié du public. C'est d'ailleurs Ève-Marie Lortie qui va le remplacer, qui n'est pas une... c'est une grosse pointure aussi. Oui, quand bien même. sûr. Non, c'est pas son premier rodéo, comme j'aime le dire. Et puis, je vais finir peut-être en citant Woody Allen, mais bon, Paul Arcand est parti, Gino Chouinard est parti, et je ne me sens pas très bien. Tout savoir en 24 minutes. On a parlé, toi et moi, quelques fois des dédales administratifs du milieu de la santé. Il y a une histoire elle serait tragique à la base. Je pense qu'elle est tout simplement scandaleuse. Alors, je t'explique. C'est un homme de l'Estrie qui a 49 ans. Il se sent pas très bien. Se rend à l'hôpital de Val-des-Sources. On lui diagnostique un diabète. Ça, c'est en avril 2022. Okay? La raison pour laquelle je t'en parle maintenant, c'est que la coroner Kathleen Gélina vient de rendre son rapport. Okay, un rapport de 9 pages dans lequel elle explique cette affaire-là. Donc, le résident de Melbourne, en Estrie, en avril 2022, est diagnostiqué avec le diabète. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, il sent pas bien, il y a un diagnostic. Exactement. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf qu'il ne peut pas recevoir des services à l'hôpital Val-des-Sources parce qu'il habite dans le territoire de Val-Saint-François. Donc, son dossier est transféré. Tout ça est un à côté de l'autre, là, j'imagine. C'est pas à 300 km. Là. Ben, c'est pas à 300 km, mais il est quand même pas au bon endroit. Non, je comprends, mais il est comme l'autre côté d'une ligne imaginaire là, administrative. Ben, le imaginaire, je pense qu'il est assez important dans ça. Tu sais, on a quelqu'un de malade qui se présente, on lui a diagnostique. Le diabète, on s'entend, là, c'est pas de l'eczéma. Là. Non. Le diabète, là, faut que ce soit soigné. Ouais. Le problème, c'est que entre un intervenant, l'autre intervenant, ça prend des mois avant qu'il y ait, premièrement, son traitement, et deuxièmement, des mois avant qu'on lui explique comment le régler. Par le temps qu'on est fini, il est trop tard, son état de santé s'est dégradé et il en est mort. Et moi, je trouve ça...
incroyable. Tu dis, c'est... Dans le sens où je n'y crois pas. Oui, mais tout à fait. Écoute, la coroner Gélina est claire, a dit... Force est de constater toutefois que malgré la volonté individuelle et le dévouement de ces personnes, on parle ici des gens de la santé, les longs délais de prise en charge ainsi que les contraintes administratives ont largement contribué au décès du patient. Et un rapport comme ça, est-ce que c'est entendu? C'est toujours la question, parce que malheureusement, c'est pas la première fois qu'on a des rapports dévastateurs sur la bureaucratie dans le monde de la santé. Alors, c'est toujours la question. Le CIUS de l'Estrie, lui, il dit, bon, oui, on prend ça au sérieux, les recommandations. On va faire un retour à la coroner sur les actions qui auraient été prises d'ici le 17 juillet prochain. Donc, on comprend que le CIUS de l'Estrie veut agir. Il n'en demeure pas moins qu'un homme de 49 ans est décédé et qu'il n'aurait pas dû. C'est absurde, honnêtement. Quand même. Bien triste fin pour ce monsieur. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. On savait que ça s'en venait. Ça y est, maintenant, nous vivons dans une autre ère. Denis Coderre a confirmé officiellement... Écoute, il y aura l'avant et l'après 21 juin. L'avant et l'après l'annonce. Oui, OK. Ma Denis vie Coderre prend se un lance. tournant soudainement, André Sylvain. Denis Coderre, à qui tu vas parler, d'ailleurs? En toute fin d'émission, c'est notre dernier invité de la semaine. Denis Coderre va venir un peu nous expliquer ce qui a motivé sa décision. On savait que cette décision était prise depuis un bon moment, mais je vais le questionner évidemment sur... C'est justement notre collègue Mario Dumont qui avait dit, tu sais, quand Denis Coderre était revenu de Compostelle, Yves Poirier l'avait un petit peu apostrophé à l'aéroport de Montréal. Et Denis Coderre avait dit vous aurez ma réponse le 21 juin en avant de l'Assemblée nationale. Et Mario avait dit tu planifies pas une date comme ça si tu y vas pas. S'il voulait pas se présenter au PLQ, il aurait pas fait ça devant l'Assemblée nationale, il aurait fait ça dans il aurait juste dit écoutez, dans un McDonald's ou un Normandin peut-être. Ou peut-être un Normandin. Est-ce qu'ils ont du spaghetti au Normandin? D'ailleurs, il va faire sa tournée du Québec et tout ça. Je vais avoir l'occasion de le questionner, mais je voulais un peu t'entendre, André Sylvain, à ce sujet-là. Monsieur Coderre, qui est quand même qui a fait toute une campagne, qui a été maire de Montréal déjà, faut le dire, puis qui a fait toute une campagne là, qu'il a perdu contre Valérie Plante récemment, en se disant je suis un gars de Montréal-Nord, tu sais, Montréal, puis c'est comme... Franchement, je veux dire, pour moi, Denis Coderre, là, qu'on l'aime ou pas, mais tu sais, il est indissociable de la métropole. Et là, il va se présenter comme candidat, là, parce qu'il faut encore être élu dans un comté avant de exact, dans Bellechasse. Dans Bellechasse. Mais là, avec tout le respect, puis tu sais, c'est un super beau coin du monde, mais je veux dire, c'est agricole. Tu sais, il n'y a pas de tour de 28 étages à Bellechasse. C'est un territoire, tu sais, à la limite au bord du fleuve, tu sais, avec des terres agricoles profondes. C'est plein de petits villages magnifique, mais ça reste que je comprends mal ce choix de circonscription, qui était historiquement... Je vais peut-être rajouter un petit peu à ton questionnement en te disant que le PLQ perd des plumes depuis des années et des années dans Bellechasse. Il a terminé, si je ne me trompe pas, ses 5e aux dernières élections dans Bellechasse. Lui-même dit, écoutez, c'est vrai que je suis parachuté là, mais... Je vous le jure, je vais m'acheter une maison et même si je ne suis pas élu comme chef du Parti libéral, à la direction du Parti libéral, même si je ne suis pas élu, je vais quand même me présenter, je serai quand même candidat pour le Parti libéral du Québec dans Bellechasse. Et là, apparemment, il veut s'acheter une maison dans Bellechasse, c'est ce qu'il a dit. Donc là, si vous détenez une maison à Bellechasse, c'est le temps d'augmenter les prix. L'offre et la demande, mesdames et messieurs. On pourrait dire ça. Il y a aussi M. Coderre, évidemment, placé un peu les bases et il a déjà commencé quelques pics à François Legault, a lancé quelques flèches. Il dit que l'avenir de la nation passe par l'immigration. Et il accuse François Legault de verser dans le nationalisme identitaire. Il dit, lui, qu'il n'y a pas trop d'immigrants. L'immigration, c'est la main-d'œuvre. Intéressant, honnêtement. Débat à finir sur l'immigration au Québec, évidemment, mais c'est intéressant d'avoir une voix qui fait face à ce que dit M. Legault. Parfois, je trouve qu'actuellement, ça tourne un peu en rond, ce débat-là à Québec, malheureusement. Puis c'est plus une affaire qu'on oppose entre le provincial et le fédéral, alors que je pense qu'il y a un vrai débat à y avoir sur l'immigration au Québec. Donc, sans donner tort ou raison à M. Coderre, au moins, il incarnera une vision alternative pour le Parlement du Québec.
s'il est élu. Si, il y a un grand si. Je vais lui en parler tout à l'heure, mais évidemment, il ne part pas favori dans cette course-là. Donc, il y a aussi un peu de... Pas dans Bellechasse, en tout cas. Ni dans Bellechasse, ni à l'échelle nationale. Je pense que les jeunes ne souhaitent pas nécessairement le retour de M. Coderre, puis même les intentions donnaient M. Tanguay, qui affirme ne pas vouloir se présenter, mais en tout cas comme étant le favori de la course. On a aussi Charles Milliard qui a annoncé une proto-intention. Là, bon, mais il est appuyé par les jeunes libéraux. Un autre secret Milliard. de Polichinelle, oui, mais pour l'instant, il est en réflexion. Là. C'est comme, je veux pas mettre la charrue devant les bœufs, mais qui serait effectivement lui aussi très populaire auprès des jeunes. Donc, on va voir comment tout ça se joue. Mais l'élection, à titre de rappel, là, du chef du PLQ, c'est le 15 juin 2025. Fait que c'est dans un an. Entre nous, je trouve ça un peu garroché de faire des grandes annonces aujourd'hui. Un an de campagne pour une chefferie, c'est un peu intense. Ben, si on se fie à ce que M. Coderre a dit, il veut faire un souper spaghetti dans chacune des 125 circonscriptions. Alors, un an, il n'y en aura peut-être pas trop. Ouais, un tous les 3 jours. Il faut que tu diversifies ton alimentation, je pense. Un spaghetti. C'est un champion des soupers spaghetti, M. Coderre. Oui, c'est jusqu'à un moment donné, j'espère qu'il va y avoir du spaghetti au pesto, du spaghetti aux fruits de mer. C'est sinon juste des boulettes. Là, ça donne chaud. Si tu me permets, il y a un petit détail, moi, qui me chipote un peu dans son annonce. Tu as parlé de la dernière campagne électorale à la Ville de Montréal. Ouais. On sait qu'il l'a perdu, puis qu'il l'avait commencé un peu, tu sais, de façon nonchalante un petit peu à ce moment-là. Les sondages le donnaient largement favori, tu te rappelleras. Oui, absolument. Jusqu'à ce qu'ils se mettent à s'auto-polir de bananiser, jusqu'à ce qu'ils le perdent. C'est ma simple interprétation. Mais le problème, c'est que M. Coderre, en ce moment, il dit qu'il n'y a pas vraiment besoin de publicité en raison de sa grande notoriété. Il veut être sur le terrain et écouter les citoyens. Alors, tu sais, se lancer en politique, ça demande beaucoup d'efforts. Ouais. Ça demande un grand sacrifice. J'espère qu'il ne va pas seulement se baser sur sa notoriété. J'espère pour lui. On se le souhaite aussi. C'est un conseil sage, je pense. Actualité. Prenez l'autobus. Prenez l'autobus à Montréal, s'il vous plaît. Il y a des chantiers, les autos, ça va pas bien. Prenez l'autobus. Le problème, c'est que les autobus sont aussi coincés dans les chantiers, dans les travaux. Et selon un merveilleux travail du Journal de Montréal, les autobus de Montréal roulent en moyenne à 17 km/h. On peut dire que c'est pas vraiment beaucoup. Et c'est en baisse constante depuis une dizaine d'années en raison de la multiplication des chantiers. Et si tu regardes des chantiers et des pistes cyclables et autres entraves, là, je veux dire, on va se le dire, il y a énormément de voies de circulation, quelle qu'elle soit, à Montréal, qui sont passées de 2 voies à 1 voie et qui sont partagées par les bus et les voitures. Donc forcément, on le voit en auto, on le voit en bus. Là, je veux dire, il suffit qu'il y ait un zouf qui veut stationner ou un gars qui est en panne ou un camion qui veut faire une livraison de 3 minutes, mais que ça bloque 50 voitures derrière, dont 1 ou 2 bus. Là, donc, c'est un peu ça aussi. Le réaménagement a été un peu garroché en faveur des vélos. Là. Puis, tu me connais, je suis un trottinettiste convaincu, mais ça reste qu'on a foutu le bordel sans trop penser à ces conséquences-là. Ben, regarde, tu vois, tu parlais des pistes cyclables, il y a aussi les saillies de trottoirs qui font en sorte que tout est réduit. Tu sais, Saint-Denis, je crois, en ce moment, je sais que Christophe Colomb s'est passé de 2 voies nord, 2 voies sud à une seule voie. Dans chaque direction. Donc, veut pas, comme tu le dis si bien, il y a une voiture qui s'arrête pour X, Y, Z raison, ne serait-ce que pour faire un stationnement parallèle sur le bord de la route, c'est tout le monde qui attend en arrière. Ou un taxi pour prendre quelqu'un, n'importe quel usage qui est tout à fait normal. Là, c'est pas, je pointe pas du doigt à qui que ce soit, mais ça crée ces méga embouteillages comme à répétition. Moi, personnellement, j'entends là, ce qu'on dit sur le transport en commun, puis oui, il en faut et tout. Moi, je suis pas fan du transport en commun. L'idée d'en s'entasser sur des trajectoires prédéterminées. Fait que c'est pour ça que je préconise la mobilité active puis la micromobilité. Puis j'avais cette réflexion, d'ailleurs, si on prenait le 200 millions de dollars, là, dont il est souvent question là, qui manque, puis qu'on achetait une trottinette à chaque citoyen, du moins, en tout cas, à 500 $ par trottinette, on pourrait acheter 400 000 trottinettes par année. T'imagines? One trottinette for all. Ça serait malade. Mais en hiver, ça... C'est pas grave, l'hiver, comme on le sait, selon... Tu prends ta trottinette en hiver? Tout le temps la trottinette, tout le temps le vélo. C'est ça l'idéologie, non?
Ouais. Puis si ma tante peut pas faire de longues distances... Ouais, mais ta tante, elle va pas prendre l'autobus debout, passer 47 minutes pour faire 700 mètres non plus, tu comprends? Fait qu'à à ce titre-là, voilà. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu absurde actuellement qui se passe dans la réflexion sur la mobilité. Puis on a beau avoir mis en place des escouades mobilité et plein d'autres responsables, on dirait que c'est comme une farce, tu sais, tout ça. Donc, je dis pas que j'ai une solution baguette magique, mais moi, personnellement, comme je te dis, je préconise ce qui me donne une prévisibilité dans le temps de transport. Puis à ce titre-là, ben effectivement, la trottinette, le vélo, n'importe le skateboard, l'unicycle, peu importe. Moi, ça me prend 13 minutes de venir ici, plus ou moins 1 minute, tu sais. Unicycle? Ouais, ben, tu sais, les espèces d'unicycles électriques, là, je sais pas comment on appelle ça. Ça va vite. Un casse-gueule? Oui, non, mais écoute, on appelle ça des donneurs d'organes. Oui! Il en faut! Il en faut! Ce qui est amusant, ou disons un peu contradictoire, c'est que les bus rapides, le service de bus rapide, est parmi les plus lents. C'est parmi les autobus qui roulent le moins rapidement à Montréal. Et parmi les lignes d'autobus les plus lentes, il y a la fameuse 97 qui roule sur Mont-Royal à une moyenne d'environ 10,24 km/h. Moi, je peux te dire, pour avoir marché Mont-Royal, du métro Mont-Royal jusqu'à la rue Frontenac, j'ai rattrapé en hiver, sur la glace, 2 fois l'autobus à pied. Alors, je confirme qu'elle va pas très vite. Ça fait de toi un athlète hivernal plus accompli. Bon, je dirais peut-être pas ça. Peut-être un autobus qui roule pas en hiver. Ouais, non, je blague. Tout savoir en 24 minutes. C'est la journée internationale du chien au bureau aujourd'hui. Est-ce que je te l'ai appris? Oui, absolument, tu me l'as appris. Je vois ton merveilleux toutou par terre. Fait de dos dans le studio. Oui, absolument. Eh bien, sachez que vous pourrez monter à bord du REM avec votre chien et votre vélo dès lundi. C'est un service, si je peux le dire comme ça, qui existe déjà pour le métro de Montréal. Il y a quand même des heures à respecter, sauf entre le 24 juin et le 18 août. Donc, à partir de lundi, vous pouvez rentrer n'importe quand. En tout temps, avec votre chien ou votre vélo. Puis à partir du 24 août, excuse-moi. À partir du 18 août, là, il y aura des heures. Genre heure de pointe. Exactement. Du lundi au vendredi, de 7h à 9h30 et de 15h30 à 18h, vous ne pourrez pas. Ouais. Donc, si vous... il va falloir décaler votre moment de travail si vous voulez vraiment amener toutou à ce moment-là. Je suis mi-figue, mi-raisin, là, comme si tu veux vivre, généralement, c'est en même temps que les autres gens vivent. Là, c'est comme... écoute. Tu peux, mais... Je salue l'initiative, je vais le dire. Puis bon, moi, malheureusement, le REM, ça m'implique de faire des kilomètres par là pour faire des kilomètres par là. Fait que c'est vraiment pas pratique pour moi. Mais écoute, tant mieux si c'est favorable. Puis évidemment, moi, ce que je vois aussi derrière ça, l'aspect vélo, là, qui avait été autorisé aussi dans les métros à un moment donné. Mm-hmm. Je pense que en matière de mobilité, en matière de transport en commun, plus on va faciliter... la combinaison de modalités. Donc, éventuellement, tu prends ton vélo pour y aller, tu reviens en métro. Ben, justement, là, l'aspect chien, là, pour moi, est important, comme tu le sais. Mm-hmm. Ça rend plus probable qu'on ait recours à ces modes de transport-là. Je dirais oui et non. Parce que dans le REM, il va y avoir une limite de 2 bicyclettes par voiture. Donc, ça se peut que si vous êtes beaucoup à vouloir prendre le vélo, ça se peut t'attendre quelques trains avant de pouvoir Est-ce qu'ils disent quelque chose sur les trottinettes? Non, ça fait partie. Ça rentre en même temps dans les vélos. Et tout j'ai découvert une technique. Moi, tu sais, une trottinette, ça se plie. Mm-hmm. Puis là, quand tu la plies et que tu la prends, c'est plus une trottinette, c'est une valise. Fait que ça change de statut. Ah oui? Oui. À bord des trains Via Rail, notamment, ça devient plus une trottinette, ça devient une valise. Fait que là, tu traînes Tu crois que ça peut fonctionner avec les vélos pliants aussi? Les vélos pliants, c'est pas mon domaine d'expertise, mais à suivre, André Sylvain. Tout savoir en 24 minutes. Je fais ça extrêmement rapidement. Il
il a été annoncé que des archéologues ont annoncé qu'à l'hôtel de ville de Baie-d'Urfé, ils ont retrouvé une flèche qui date de 4000 ans, qui prouve que des tribus autochtones ont chassé dans l'ouest de Montréal. Moi qui pensais que la ville avait juste 400 ans. Désolé. Sur le territoire, en tout cas. Autochtones, c'est sur le territoire. Mauvaise blague. Je voulais juste en parler très rapidement. Je trouve ça fascinant. Et si vous avez un chalet et que vous avez un lac ou un cours d'eau, ou que vous vivez au coin, sur le bord d'un lac et d'un cours d'eau, allez voir dans le Journal de Montréal, sur le site du Journal de Montréal, une carte interactive. Vous allez pouvoir trouver votre cours d'eau ou votre lac et on va vous donner à ce moment-là la qualité de l'eau de votre plan d'eau. Alors moi, je trouve ça un outil extrêmement bien fait et surtout extrêmement pratique. Ça, c'était-tu en lien avec les flèches autochtones? Ça n'avait pas rapport, c'est juste que je voulais vraiment te le plugger. Merci André Sylvain. Résumer l'actualité avec un drôle de mishmash à la fin en 24 minutes. C'est mission accomplie une nouvelle fois, 5e fois de suite. On te souhaite un bon long week-end, André Sylvain. À toi aussi.